Ça, c'est du dirigeant décontracté. Oui, voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou plutôt le contraire, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence sur le thème Bien dans sa tête, bien dans sa boîte. Je dois tout d'abord faire quelques annonces obligatoires en début de cette conférence, de la conversation plutôt. Donc les conférences sont enregistrées en audio et pourront être écoutées et réécoutées sur le site du salon dans les prochaines semaines. Si vous appréciez le débat, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir sur LinkedIn ou sur X via le hashtag SalonSME. Voilà, on peut commencer. Donc moi, je suis André Morat, je suis journaliste au magazine Management, partenaire du salon. Et j'ai le plaisir de vous recevoir pour cette conférence consacrée à un sujet crucial, le bien-être et la santé des entrepreneurs. On le sait, aujourd'hui dans les entreprises, le bien-être des salariés est devenu un sujet absolument central dans toutes les problématiques RH, recrutement, expérience collaborateur, quête de sens. On est aux petits soins pour les salariés. En revanche, la santé mentale et physique des entrepreneurs est globalement un sujet qui intéresse peu les chercheurs en management. La plupart du temps, lorsqu'on parle de création d'entreprise, on aborde la question sous un angle purement économique. Business plan, prévisionnel, budget et le redoutable critère de survie à 3 ans qui en dit long sans le vouloir. Et on laisse de côté ce qui est pourtant l'essentiel, à savoir la personne qui est à l'origine de tout ça, de cette réussite ou de cet échec. Or, on sait bien ici, tous, que la santé d'une entreprise, surtout dans les premières années de son existence, c'est d'abord celle de son dirigeant ou de sa dirigeante. Un créateur stressé, isolé, peu ou mal accompagné, qui ne dort pas la nuit, ou fait face à l'hostilité de son entourage, a malheureusement peu de chances de réussir dans son projet. Le bon management commence par soi-même. Alors, quelles sont les clés de ce bien-être personnel qui vous permettra de concrétiser votre idée? Quelles en sont les dimensions, à la fois physiques, mentales, psychologiques? Quels sont les leviers qui permettent d'agir sur cet équilibre indispensable à la réussite de vos projets? Quels sont les dangers qui menacent les chefs d'entreprise dans leur travail quotidien? Et bien sûr, les soutiens qui leur permettent d'y faire face. Donc pour le savoir et pour en débattre, nous avons réuni un plateau de choix. Permettez-moi de faire une rapide présentation. Donc tout à fait au bout là-bas, nous avons Delphine Cochet, qui est la fondatrice de Ma Bonne Fée, qui est une plateforme de services destinée au bien-être des salariés en entreprise. À côté, nous avons Jean-Louis Coustenoble, qui est directeur général de JPG, donc spécialiste de l'équipement de bureau, et qui nous offre la primeur d'une étude sur le bien-être des dirigeants et des dirigeantes. Encore à côté, nous avons Florence Slupnik. Pardon, excuse-moi de... Alors, on va refaire, c'est Mélanie Slupnik. Mélanie. Mais c'est pas grave. J'ai Mélanie. Florence à l'intérieur de moi. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des fondations. Donc Mélanie Slupnik, qui est la fondatrice de Colibri, qui est une plateforme d'intermédiation, de colocation intergénérationnelle, en fait, c'est ça. Encore à côté, nous avons Sana Moussaïd, donc, qui est la fondatrice de World of Numérique, un cabinet expert en crypto-monnaie. Ah, si, non? Je fais du numérique et ma boîte de crypto-monnaie, c'est Crypto Accounting. D'accord. J'ai plusieurs boîtes, mais vous avez raison. D'accord, plusieurs boîtes. Mais quand même, les crypto-monnaies, c'est votre dada. Ah, on vrai peut le truc, dire. ouais. Et enfin, à côté de moi, Philippe Cornu, donc, qui est le responsable marché professionnel au Crédit Agricole. Et donc, qui rencontre beaucoup de créateurs d'entreprises. Peut-être pour ouvrir le débat, on va commencer par Jean-Louis Coustenoble, qui donc, nous propose cette étude sur le bien-être des dirigeants. Et je crois que c'est plutôt en forme de bonne nouvelle si on s'en tient, disons, aux principaux chiffres que vous avez sortis dans cette étude. Je vous laisse la parole. Merci André. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça commence par une bonne nouvelle puisqu'il y a plus de 90% des entrepreneurs qui sont contents de leur vie d'entrepreneur et qui trouvent du sens surtout à leur métier d'entrepreneur, quel que soit le métier, quel que soit le périmètre. Et moi, j'ai trouvé ce résultat très intéressant parce que moi, je suis chef d'entreprise, mais
salariés, dirigeants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la préoccupation, c'est de donner du sens au travail. Et quand on recrute, c'est très important de pouvoir donner du sens à ce qu'on fait. Et en fait, on se rend compte que les entrepreneurs, naturellement, parce qu'ils y vont, parce que ça les intéresse, parce que ça les passionne, ils trouvent du sens dans leur démarche d'entrepreneur. Oui, je crois d'ailleurs que vous leur avez demandé de noter leur niveau de bien-être sur 10. Alors le niveau de bien-être sur 10, il est à 7,6 exactement. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est plus que la moyenne des salariés. Les salariés sont plutôt autour de 7, 7,2 exactement. Donc il y a une différence qui est quand même significative, mais qui montre ce bien-être un peu supérieur à être entrepreneur. Oui, je crois donc que ça tient surtout finalement à l'implication et au sens que les créateurs d'entreprise trouvent dans leur métier. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais en introduction. Ce qui ressort très très fort, c'est 94% qui trouvent du sens à leur activité. Donc c'est juste énorme. Mais malgré tout, votre étude permet de pointer quelques points de vigilance. Est-ce que vous pouvez les détailler ? Oui, alors je dirais le plus évident, c'est la limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la vie privée. Alors il y a à peu près 70%, donc une grande majorité des entrepreneurs qui disent y arriver. Et si on regarde le chiffre à l'envers, c'est un petit tiers qui n'y arrive pas, ou rarement. Donc je pense que c'est un point de vigilance, et je ne sais pas combien il y a d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs dans la salle, mais je pense qu'au moment de se jeter à l'eau, c'est quelque chose auquel il faut penser, il faut être vigilant. J'ai été moi-même créateur d'entreprise dans mon parcours, et je sais qu'il vaut mieux bien y penser avant que se retrouver face au mur ou au camion qui nous fonce dessus sans qu'on puisse l'arrêter. Et peut-être un dernier chiffre quand même qui, moi, me semble très significatif, c'est que vous avez tout de même 45% des dirigeants que vous avez interrogés qui disent qu'ils sont seuls dans leur activité. Oui, c'est un autre écueil courant, en fait, c'est la solitude du chef d'entreprise. On se retrouve seul face à ses problèmes, seul face aux difficultés. Quelle que soit la taille de l'entreprise, d'ailleurs, c'est toute petite ou qui grandit. La majorité des entrepreneurs cherchent de l'appui ou du conseil ou de l'accompagnement auprès de pairs. Et je ne peux que vous encourager, si vous vous lancez dans cette aventure, à travailler vos réseaux, votre réseau, ce qu'on appelle le réseau, développer votre réseau, être en contact avec des pairs, avec d'autres entrepreneurs pour pas se sentir seul, pour pouvoir échanger sur ces problématiques, et se rendre compte que on n'est pas tout seul, que tout le monde vit à peu près les mêmes galères, mais qu'il y a des solutions, et que peut-être que quelqu'un à côté a trouvé une solution, et c'est en échangeant, en discutant, qu'on arrive à trouver des solutions. Nous avons la chance d'avoir 3 créatrices d'entreprise. Je vous propose peut-être de réagir à cette question finalement de la solitude du créateur d'entreprise. Peut-être vous, Delphine, je crois que vous avez particulièrement vécu cette expérience. Alors, pour rebondir d'abord sur la solitude, en fait, je vais rebondir sur 2 choses. La première chose, vous avez parlé du réseau. C'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai fait un bon nombre de réseaux, que ce soit Réseau Entreprendre, j'ai été lauréate, que ce soit Willa, qui est un accélérateur de mixité dans la tech, que ce soit Sista, qui, pareil, est sur le soutien des femmes dans la tech. J'ai eu des réseaux Mentorat France, etc. Ça reste un des piliers qui m'ont fait rencontrer non seulement des experts qui pouvaient m'entourer dans la croissance de ma structure, mais aussi des pairs, et notamment qui sont devenus des amis entrepreneurs, et comme vous disiez très justement, en fait, de pouvoir comparer ces problématiques dans les process de levée de fonds, se rendre compte que en fait, c'est normal d'avoir 80 non pour un oui, dans les process de recrutement, que c'est normal que ce soit difficile, dans les moments où on n'a plus de trésorerie et qu'il faut trouver des solutions, et que à droite, on nous donne les bons contacts, etc. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que la clé, moi, une des clés pour être bien dans sa tête, dans sa boîte, c'est d'être très entouré. Et le réseau y participe largement. Et d'autant plus que
moi, mes amis entrepreneurs femmes, en fait, on vit la même chose. Donc j'ai beau être très entourée de ma famille, de mes amis, ils n'ont absolument aucune idée de ce par quoi je passe en tant qu'entrepreneur, et c'est rassurant. Et l'autre chose, et puis après je laisserai la parole, on peut quand même se brûler les ailes dans cette aventure qui est quand même extraordinaire. Ordinaire parce qu'en fait, on travaille tous dans des entreprises qui ont un jour, enfin on travaille en général dans des entreprises qui ont été créées par des personnes et puis qui sont devenues grosses ou pas d'ailleurs, mais c'est entre guillemets banal d'être dans une entreprise, et en même temps c'est extraordinaire parce qu'on vit des choses où on sort largement de sa zone de confort. Et moi personnellement, après le Covid, et je fais exprès d'en parler pour essayer de sensibiliser, même si c'est pas forcément simple d'assumer. J'ai fait ce qu'on appelle presque un burn-out. J'assume pas complètement parce que j'ai continué à travailler, je me suis accrochée, et c'est incomparable par rapport à certaines personnes qui sont pas capables de se relever pendant des mois, voire des années. Mais j'ai fait 1 an sous anxiolytiques, sous antidépresseurs, avec des séances de psychiatre, tout ce que vous voulez, avec la boîte. Et pourquoi j'en suis arrivée là ? Parce que je suis allée trop loin. J'ai pas écouté tous les signaux faibles, les fameux risques psychosociaux qu'en tant que dirigeant, auxquels on est censé faire attention pour ses équipes. La première chose, c'est de faire attention à soi. Donc tous les signaux faibles, ça va être le sommeil, l'alimentation, l'irritabilité, la colère, les oublis fréquents, la désorganisation. Donc tous ces éléments qui sont pleins de signaux où en fait c'est juste la résultante d'un niveau de stress qui est au départ très sain parce que c'est ce qui vous tire vers le haut, mais qui devient de l'anxiété et qui devient ensuite beaucoup trop fort. Donc moi, je ne veux pas être alarmiste, mais j'aime bien aussi mettre les pieds dans le plat pour dire c'est une aventure qui est géniale. Si c'était à refaire, je referais tout pareil. Je referais les mêmes erreurs, je referais plein de choses de la même manière, mais attention à vous. Et voilà, je te laisse, je ne sais pas si vous voulez compléter. Peut-être Mélanie. vous, Sana. Quand on s'est parlé au téléphone, donc avant cette conférence, vous m'aviez dit que vous, quand vous avez démarré, vous ne saviez pas dire non. Oui, bien sûr. Parce que... non, mais il a raison, parce que... Il fallait dire non, mais il a raison. Parce que quand on monte une boîte, au début, on a juste envie de la faire pérenniser, on a envie d'avoir les premiers clients, et en fait, on se retrouve assez facilement à dire oui à plein de choses et se laisser déborder. Mais ça, assez rapidement, moi, j'ai recentré en fait au niveau de ma boîte. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis expert comptable et j'ai créé un cabinet d'expertise comptable au départ. Et comme n'importe quel expert comptable, ça vient, ça toque, on a quelqu'un, un client, on prend. Puis finalement, c'était pas du tout ce que j'aimais. Je déteste faire de la compta. Alors que je suis expert comptable, j'adore mon métier, mais je déteste faire de la compta. Et donc, c'est d'ailleurs mon mari qui m'a dit qu'aux alentours du 19 de chaque mois, j'étais irritable. Et en fait, c'est que les échéances ne me plaisaient pas, en fait. Et vivre au rythme des échéances avec mes clients ne me plaisait pas. Et donc, j'ai vraiment tout transformé mon modèle économique en 2008-2019 où je suis toujours inscrite à l'ordre, je suis toujours expert comptable, mais je ne fais que du conseil aux entreprises et de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Et ce qui me permet, en fait, d'aller sur des choses que j'aime. Et donc, même... et aujourd'hui, on en discutait, ne serait-ce que des choses très simples ou de la représentativité. Est-ce que tu veux venir intervenir à un salon ? Oui. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ma cible ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? Et ça permet de se recentrer parce que, tu l'as dit, mais c'est très, très important aussi de savoir où est-ce qu'on va et d'être aligné avec soi-même et pas se laisser déborder. Et en fait, moi, j'ai essayé de privilégier ce côté-là, et ce que tu disais est important, mais je pense que aussi ce qui est important, c'est d'avoir un soutien familial aussi derrière, en fait, quand on est chef d'entreprise. Moi, par contre, je raconte énormément ce qui se passe au travail. Même ma mère, elle connaît tout de mon travail, mon mari, enfin, voilà, parce que j'ai besoin aussi, au-delà des personnes avec qui je travaille, au-delà de mon associé, parce que je suis associée sur une seule structure, mais au-delà de tout ça, il y a un besoin, en fait, de se sentir épaulé, de savoir, en fait, qu'on fait des fois beaucoup d'horaires, mais à la fois on essaye de se cadrer. Moi, je suis maman, j'ai un enfant de 8 ans, j'ai envie de le voir grandir, donc des gros cabinets m'ont demandé de les rejoindre parce que j'ai une expertise un peu particulière, mais je leur ai dit, mais moi je prends toutes les vacances scolaires, comment on fait ? Et c'est vrai, je prends toutes les vacances scolaires parce que je peux me le permettre aujourd'hui. Et vous ne travaillez pas le week-end ?
Alors oui, sauf que ce week-end, j'ai travaillé parce que j'étais malade et que j'étais obligée de rattraper. Je suis toujours un peu malade et que j'étais obligée de rattraper et je pensais à vous. Mais dans l'absolu, non, je ne travaille pas le week-end. Les vacances scolaires, c'est hyper important. Et tant pis, en fait, pour la mission que je prends pas à cette période-là, parce que ce qui compte, c'est aussi être bien dans sa tête et dans son business et dans sa peau. Peut-être Mélanie. Alors vous, votre expérience, quand on en a discuté aussi, vous m'avez dit au moment du Covid, vous vous êtes retrouvé à tourner en rond chez vous. Oui, exactement. Donc, bonjour à tous. Je rebondis juste sur ton intervention juste avant. Moi, je fais tout le contraire de cette personne. Voilà, il n'y a aucune frontière entre ma vie pro et ma vie perso. C'est une évidence. Mais pour autant, je suis bien dans ma tête. Parce que je pense que c'est aussi un choix. C'est un choix qu'on se donne. Toi, c'est le choix de dire je prends toutes les vacances et je veux voir grandir mes enfants. J'ai aussi 3 enfants. Et pour autant, je passe beaucoup de temps avec eux, mais je passe du temps avec eux en partageant mon projet de vie professionnelle avec eux aussi. Et ça, c'est chouette de pouvoir le faire. C'est pas donné à tout le monde. Notamment quand on est salarié, on peut pas forcément le faire. Moi, j'avoue que j'ai ce confort de vie qui est hyper agréable. Et il y a ses limites. Oui, c'est une évidence. Après, quand j'ai lancé Colibri, malheureusement, quelques mois après, le Covid est arrivé. Et comme je suis une novice en tant qu'entrepreneur, j'avais que 8 mois de bagages derrière moi et j'étais vraiment toute seule à ce moment-là, enfermée chez moi. J'avais pas d'associé. Je commençais mon modèle économique. En plus, je l'avais fait gratuit, donc c'était pas la joie. Et mis bout à bout, on se dit mince, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on n'arrête pas? Et le réseau dont tu parlais tout à l'heure a fait cette force en moi et m'a dit continue, mais va chercher ton réseau, construis-le. Donc j'ai appelé les bonnes personnes, en tout cas je le pense aujourd'hui, les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis justement de reprendre de la force et de me dire il faut que je m'ouvre aux autres. Et donc j'ai été incubée au labo Village BICA d'Orléans. Ça m'a énormément aidée parce qu'ils ont une formation qui permet à des jeunes entrepreneurs comme moi de ne pas partir dans tous les sens, puisque la désorganisation, c'est le point noir de tout entrepreneur. Et ça, c'est une évidence. Et donc, du coup, le réseau m'a permis d'aller probablement beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. L'association a fait de moi une autre personne, puisqu'au début, quand on se lance dans un projet, c'est notre bébé. On ne veut surtout pas le partager, c'est vachement mieux. Et non, c'est une bêtise humaine. Et moi, je suis très fière aujourd'hui d'avoir des associés opérationnels à mes côtés qui me permettent d'avoir de l'oxygène, de prendre plus de temps aujourd'hui pour moi. C'est une évidence. Et de pouvoir aller beaucoup plus loin sur le projet. Donc la clé de la réussite pour moi d'un entrepreneur, c'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes, de déléguer, de contrôler certes, de déléguer et de se faire plaisir. Je crois que c'est un discours que Philippe reprendrait volontiers à son compte, parce que vous rencontrez beaucoup d'entrepreneurs. Oui, d'ailleurs dans les villages Crédit Agricole. Donc, oui, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs parce que le Crédit Agricole est leader en France sur ce marché-là. Après, les rencontrer, c'est une chose, mais comprendre leurs difficultés, c'est surtout ça qu'il faut qu'on fasse. C'est un petit peu ce que je... Donc, on fait des études régulièrement pour comprendre le moral des entrepreneurs. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est leur point d'inquiétude. Dans l'étude, ils nous ont dit, par exemple, dernièrement, il y a des sujets évidents autour du prix. La trésorerie, les trésoreries sont tendues en ce moment, par exemple. Pas au point que ça mette globalement en difficulté les entreprises, mais ça crée de la tension pour les entrepreneurs. En se disant, est-ce que je vais finir le mois? J'ai une échéance qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que après, ça nous permet. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier les secteurs. Parce que si les secteurs sont pas tous attachés, on a parlé des boulangers à un moment donné avec le prix de l'électricité, voilà. Donc, et après, la question, c'est de se dire, donc je confirme aussi la question de la solitude. On parlait tout à l'heure, quand vous allez voir un banquier, il va vous parler de votre projet, il va parler de vous, mais il va vérifier aussi si vous êtes bien entouré. C'est-à-dire que être seul dans l'entrepreneuriat, c'est forcément un point de difficulté. Donc, j'insiste vraiment sur ce qui a été dit, donc c'est un élément majeur. Après, l'idée, ça va être de se dire quel est le rôle du banquier. Le banquier, il peut pas être le coach, il peut pas être le psy, il peut pas être. Donc, c'est quoi son rôle en fait? Finalement, premier conseil, c'est de s'entourer, ça c'est sûr. Deuxième sujet, c'est d'anticiper les difficultés. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas identifié ce qu'allait leur arriver à l'étape d'après. Donc, une des éléments de réponse, c'est évidemment d'aller dans les structures d'accompagnement. On parlait de Réseau Entreprendre, Isasti France, France Active, qui vont vous aider à identifier. On a eu un exemple il n'y a pas longtemps, un entrepreneur qui réussit, qui fait un chiffre d'affaires formidable, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis il se retourne et puis il s'aperçoit qu'il n'a pas vu que les charges allaient arriver, que les impôts allaient arriver. Et finalement, il se retrouve avec une trésorerie négative. C'est un choc. Vous dites dans un premier temps, j'ai réussi. Dans un deuxième temps, vous n'avez pas réussi. Voilà. Donc ce qui est important aussi, c'est de se dire et d'apprendre comment les choses vont arriver, comment je les anticipe. Et après, la relation au banquier, quand on demande finalement, vous avez quoi de la banque? Parce qu'on n'est pas à la place d'entrepreneur. La demande qui nous font, c'est nous dire déjà nous écouter.
C'est pas forcément des solutions miracles. Nous apporter des solutions rapides sur les potentielles difficultés de trésorerie, c'est notre rôle de banquier. Sauf que là, je vous encourage quand même, si un jour vous avez des difficultés, d'avoir votre banquier avant que ce soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, on peut traiter, si c'est trop tard, c'est fini. Et puis troisième sujet, mais ça on passe beaucoup de temps là-dessus, c'est d'orienter. Donc soit vers, on a parlé d'accompagnement, soit des organismes de formation. Voilà, donc notre sujet à nous, c'est régler, d'anticiper les problèmes, d'essayer de les apporter à court terme, d'écouter, mais aussi de vous orienter. Et en tout cas, d'aller voir, par exemple, s'il y a des difficultés, de vous dire, bah, tiens, on va faire un entretien avec l'expert comptable pour partager les difficultés ensemble. Pour moi, la réponse à ça, c'est vraiment seul entrepreneur, je pense que c'est très difficile. S'entourer, c'est déjà un début de réussite. Après, ce qui arrive aussi, c'est que les entrepreneurs qui réussissent, c'est souvent ceux qui n'ont pas réussi le coup d'avant. Ils ont appris, en fait. Donc, c'est pas grave d'avoir un échec, il faut juste s'arrêter au bon moment pour pas embarquer toute sa vie, toute sa famille, toutes ses économies. Mais c'est pas grave d'avoir un échec, c'est l'occasion de rebondir. Voilà, c'est aussi c'est apprendre, en fait. Mais Je me permets de rebondir parce qu'un des conseils qu'on m'a donné au tout début quand je me suis lancée, un des trucs qu'on m'a dit c'est le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir faire la différence entre la persévérance et l'obstination. Oui. Et donc c'est pour rejoindre ce que vous dites. Donc je le dis, c'est important parce que il y a 1 million de créations en France, on est d'accord. Il y en a à peu près à la moitié qui ne vont pas passer les 5 ans. Donc il y a beaucoup d'échecs. Mais il faut relativiser. C'est toute forme d'échec en fait. L'échec, c'est aussi la réussite de se dire j'arrête parce que le projet c'est pas le bon. Soit je fais un nouveau projet, soit je pivote. Enfin, je pense qu'il y a des expériences, vous avez pivoté dans votre expérience. C'est ça aussi ses capacités. Mais l'échec, c'est pas, celui qui tente, c'est déjà une réussite, quoi. Donc, faut savoir s'arrêter et savoir quand il y a une difficulté, à qui j'appelle. C'est pas forcément la famille, c'est pas forcément les amis. Hein. Ça peut être des gens de l'extérieur. Et Delphine, vous m'aviez dit également qu'un des conseils qu'on vous avait donné, c'est quand tu crées ta boîte, il faut que tu bosses tout le temps. Et Ouais. vous m'avez dit c'est un mauvais conseil finalement. Alors, comme dit, là, en fait, on avait l'exemple, et moi, je pense que du coup, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que pendant 3 ans, et j'avais 2 bébés à la maison, je n'ai fait que travailler, jour et nuit, je les mettais à la sieste, etc. J'ouvrais mon ordi en permanence. Ça, plus confinement. Donc, j'ai énormément travaillé parce qu'on m'avait dit, la clé de la réussite, c'est travailler 20 heures par jour, en exagérant à peine. Et j'en suis revenue parce que je reviens à mon discours d'avant. En fait, je pense que c'est ce qui m'a usée. C'est la difficulté quand on est entrepreneur, qu'on adore ce qu'on fait, c'est qu'on compte pas nos heures, on est à fond, mais ça peut quand même user. Et maintenant, j'ai une nouvelle version de moi-même qui a appris à se reconstruire et à avoir un rythme différent, à avoir des temps où je prends plus soin de moi, où je prends aussi des moments de recul. Donc, typiquement, j'ai une coach, j'ai une sophrologue pour avoir des moments de recul qui sont business ou personnels, parce que très souvent, les deux se mélangent. Et j'essaye de ne plus travailler le week-end, le soir et les vacances scolaires. Ça vous demande un effort. J'avoue que c'est la première fois en 6 ans, donc comme je viens de revendre ma boîte, j'ai signé la vente au mois de juillet. Donc je reste dans l'aventure et je suis ravie, mais maintenant on va dire que je suis salariée dedans. C'est la première fois en 6 ans, au mois d'août, que je suis partie sans ordinateur et que je n'ai pas travaillé. Voilà. Bravo. J'ai assumé mon acquéreur, je lui ai dit, je n'ai pas travaillé. Ça l'a certainement rassuré. Bah, oui, puisque du coup, vous êtes en meilleure forme. Exactement. Jean-Louis, justement, à ce sujet, vous avez demandé aux dirigeants quelle était leur charge de travail. Et là, le chiffre qui est sorti est finalement assez surprenant. Oui, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit des heures énormes et en grande quantité. Et en fait, il y a une grande majorité d'entrepreneurs qui travaillent 20 heures ou 30 heures par semaine. Ce qui est peu, c'est ce qui ressort de l'enquête. On n'a pas creusé sur cette question, donc on ne sait pas le pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui sont sur de multiples activités. C'est-à-dire, je commence à lancer quelque chose, je passe 20 heures, 30 heures par semaine sur ma boîte, mais à côté de ça, j'ai une activité peut-être pour financer ce lancement. Mais, et après, il y a, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais peu importe, il y a
part significative qui fait 60 heures par semaine. Philippe, à vos yeux, qu'est-ce qui stresse le plus les créateurs d'entreprise ? En tout cas, vu du banquier, c'est vraiment la trésorerie. C'est vraiment la trésorerie. Parce que. C'est vous que ça stresse peut-être, C'est le non ? banquier. Ça stresse. Non, ça stresse vraiment l'entrepreneur. Et en fait, un peu à tort, parce qu'en fait, souvent, ils n'ont pas accompagné sur la culture de gestion des flux. On mélange chiffre d'affaires, salaire. D'ailleurs, souvent, le salaire, il n'y en a pas. Donc, cette notion, c'est quoi mon chiffre d'affaires, c'est quoi mon salaire, c'est quoi ma arrivée. Donc, vraiment, la question de la gestion, qui est un vrai sujet. C'est vraiment un vrai sujet. Et parfois à tort, parce que ça crée un stress alors qu'il y a des solutions. Il y a des solutions sur le type de client, sur le type d'activité. Donc ça peut être un vrai élément. Et puis la découverte, parce qu'il y a des statuts d'entrepreneur qui permettent de repousser les charges au début. Et puis un jour, on se réveille. Et puis on a réussi. Puis d'un seul coup, les charges elles tombent. Et donc tout le voilà, donc ça c'est vraiment un sujet. Et puis oui, c'est pas trouvé sur des sujets. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de dames qui s'expriment là, il y en a beaucoup dans la salle. Moi, je vous encourage à aller dans les réseaux qui permettent que les femmes se regroupent et parlent des sujets tels que vous le parlez aussi. C'est aussi exprimer des angoisses personnelles entre ce que je fais, ce que je devrais faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, c'est ce que vous dites là. La question, est-ce que je travaille trop, est-ce que je travaille pas assez, et moi je pense que ça participe vachement à cette logique de finalement les questions que je me pose, c'est les bonnes parce que les autres se posent les mêmes questions. Est-ce que je suis le seul ou la seule à me poser ces questions-là, et comment les vivent les autres. Voilà, c'est vraiment un axe qui est majeur pour diminuer un peu ce stress. Je voudrais juste rebondir sur la question de la trésorerie et des charges d'entreprise, parce que là, je remets ma petite casquette d'expert comptable. Mais en fait, l'une des difficultés, c'est de passer d'un statut entrepreneur à une société. Et c'est là où, en fait, ça pêche, parce qu'un auto-entrepreneur, il paye très, très peu de charges, et quand il passe en entreprise, il se rend compte de la dure réalité. Et les 50 000 qui pouvaient suffire en étant auto-entrepreneur, quand on est en société, c'est peanuts, c'est rien du tout, on touche même pas un SMIC. Et donc, c'est là où ça pose un problème. Et donc, moi, comme je suis expert comptable, j'ai pas trop de problèmes de trésor au niveau de ma boîte parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je veille. Mais c'est vrai que ça se travaille, ça se suit et c'est de voilà, vous devez aussi suivre un peu vos trésors. C'est pas juste facturer, il faut relancer les clients. Il y a pas mal de techniques à appréhender à ce niveau-là. Et comment, alors je ne vais pas défendre les experts comptables, mais quand même. Comme dans un monde digital, en fait, tout se fait maintenant à distance. Vous avez tous des solutions digitales, que ce soit la banque, que ce soit l'expert comptable. Alors c'est très bien, sauf que vous êtes seul. Ça va bien tant que vous êtes tout seul. Et à un moment donné, si j'ai pas un expert comptable, ne serait-ce qu'un coup d'appel, c'est là que ça colle plus en fait. Donc c'est le danger de démarrer. Il faut démarrer comme ça. Je dis pas qu'il faut démarrer le 100% digital, c'est très bien. Mais à un moment donné, ça marche plus. À un moment donné, ça marche plus. Et d'avoir un échange avec un expert comptable quand on évolue vers une société, je fais pas ça pour la défendre parce qu'elle est à côté de moi. Mais je pense que c'est indispensable aussi. Oui. Peut-être vous, Mélanie ? Vous, justement, vous me disiez que vous êtes très entourée, en fait. Vous êtes d'ailleurs une ancienne banquière. Oui. Donc, aller voir votre banquier, pour vous, c'est pas un tabou. Ah non, pas du tout. Je pense que c'est la première personne avec qui je vais challenger ma stratégie de demain. Je pense que le terme qu'il faut, c'est l'anticipation, qui est aussi la clé de la réussite d'un entrepreneur. Donc, il faut aller voir son banquier, il faut aller challenger l'idée, son business plan. Et je pense que c'est le seul qui est capable, honnêtement, de vous dire vos chiffres sont ambitieux, mais peut-être trop. Je pense que c'est la seule personne qui est capable de vous le dire. Votre comptable, en général, en tout cas, moi, c'est la relation que j'ai avec mon comptable, il reproduit mes chiffres. Il me fait des petits sourires. Ouais, bon, d'accord. Mais il les reproduit. Voilà. Donc, il n'a pas fait son dire. Non. Mon banquier est capable de me dire c'est peut-être trop haut. Ouais, il y a de l'ambition, mais l'ambition, il faut qu'elle soit mesurée et accessible quand même, quoi qu'il en coûte. Donc ouais, le banquier, c'est mon bras droit. Et je le dis comme ça ouvertement, j'ai mon banquier et mes associés. D'ailleurs, sur le choix du banquier, si votre conseiller vous plaît pas, changez de banque. Enfin, c'est important de vivre le banquier comme elle l'exprime, c'est pas toujours le cas. Ouais. Mais non, mais je suis extrêmement bien accompagnée voilà. parce que j'ai cette casquette qui me permet de défendre mes positions aussi. Je pense qu'un entrepreneur, vous pouvez avoir peur de votre banquier à tort. En fait, c'est une personne qui ne vous mordra jamais, qui au contraire vous donnera peut-être des pistes autres de réflexion parce qu'il a déjà eu un cas sur un autre dossier et qui se permet, tout en respectant le devoir de conseil, de vous dire
peut-être que tu devrais faire attention à ça, anticipe ça. Et tout, je pense que toute remarque est bonne à prendre. Il n'y aura aucun jugement pervers, aucun jugement narcissique, bien au contraire, vraiment. Il faut le voir comme ça. Jean-Louis, dans votre étude, vous sortez un chiffre de 30% de dirigeants stressés. Je ne suis pas sûr que vous soyez penché vraiment sur la nature de ce stress, mais peut-être une des idées qui me vient comme ça, c'est est-ce que ce n'est pas aussi l'angoisse de trouver son premier client? Et comment est-ce que vous y avez fait face alors Alors, j'ai pas de Pas vous. j'ai pas de données de l'enquête. Je pense que c'est l'angoisse de trouver son business model, oui, de trouver ce qui va être pérenne et ce qui va faire que son entreprise va durer et va fonctionner. Si je peux compléter, à titre empirique, les sources de stress, on peut en citer pas mal. C'est effectivement la trésorerie, la pérennité de l'entreprise. Typiquement, moi aussi, pendant le Covid, mes interlocuteurs, c'était les entreprises et les RH. Donc vous doutez bien que leur priorité, c'était déjà est-ce que tout le monde a un ordinateur, est-ce que tout le monde est en sécurité. Enfin, ils ne voulaient plus du tout me parler. Donc vous avez ce stress de la pérennité de l'entreprise. Vous avez le stress de l'écosystème ambiant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine, et avant, c'était le Covid. Donc il y a aussi un environnement qui peut générer du stress. Le stress des ressources humaines, j'en parlais tout à l'heure. Quand vous agrandissez vos équipes ou quand vous avez une charge de travail trop importante, ça veut dire qu'il va falloir déléguer. Les ressources humaines, c'est pas quelque chose qui est simple de recruter quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un, de trouver la bonne personne, alors que sur le papier c'est parfait et en fait dans le quotidien ça fonctionne pas forcément. Je peux en trouver encore plein des sources de stress si vous voulez. Les gens vont croire que je suis trop stressée. Non, c'est plus que c'est vrai qu'il y en a, et donc c'est comment est-ce qu'on navigue dans tout ça en s'entourant. Effectivement, le banquier, alors je ne vais pas dire à voix haute que je ne suis pas accompagnée par le Crédit Agricole, et c'est un grand regret. Mais effectivement, moi, c'est comme Mélanie. C'est-à-dire que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai dès le départ... alors, pas le premier banquier. Si je vais répéter ce qu'il m'a dit quand même, parce que ça... il m'avait dit, je ne peux pas vous prêter de sous, parce que ce serait vous mettre un couteau dans le dos, parce que si vous levez des fonds et que vous avez de la dette... vous allez jamais, vos investisseurs ne voudront jamais investir chez vous parce que je vous ai prêté de l'argent. Donc voilà. Donc j'ai changé de banquier. Donc effectivement, c'est des questions surtout d'hommes et de femmes. Et j'ai rencontré ma banquière qui m'a soutenue moralement, qui est allée me trouver à chaque fois. Ah, mais ça, tu pourrais postuler à ce prêt-là parce que tu es une femme, parce que tu es dans tel sujet. Et donc ça, c'était très précieux parce qu'ils m'ont suivi quand il a fallu avoir un PGE pendant le Covid. Donc là aussi, c'était très précieux quand vous entendiez bien aussi avec votre banquier. Parce que malgré tout, l'administratif, ça peut rester compliqué. Donc tant que vous accrochez pas et qu'il n'y a pas quelqu'un à côté pour s'accrocher avec vous, c'est compliqué. Ils m'ont suivi quand j'ai fait une levée de fonds. Avec BPI France, qui est un autre banquier à prendre en compte, qui est très important. Et ça permet de résoudre les zones de stress. Mélanie, vous avez beaucoup insisté quand on s'est parlé sur vos associés et votre incubateur, et même vos salariés d'ailleurs. Je ne sais pas si tout le monde connaît Colibri Intergénération, mais nous, on véhicule la notion de partage et de valeur solidaire. Et je pense que c'est écrit dans mon ADN, et je ne voyais pas le faire différemment avec mes associés et mes partenaires du quotidien. Donc j'ai la chance aujourd'hui, 5 ans après m'être lancée dans cette aventure entrepreneuriale, d'avoir un réseau. Je suis honnête, je le dis, j'ai enfin des gens derrière moi où quand j'ai une interrogation, je peux appeler un tel. Ce un tel, s'il n'a pas la réponse, il va me dire t'appelles de ma part une autre personne. C'est ça l'effet waouh de l'entrepreneur. Et les associés, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pendant 18 mois été toute seule dans l'histoire de Colibri. Le jour où mes 2 associés sont venus me rejoindre, ça a été une vraie bouffée d'oxygène, parce que on prend conscience tout de suite que on peut faire les choses différemment et que ça va encore plus
plus loin que ce qu'on on avait entendu, en fait. C'est clairement ça, en fait. C'est la définition propre de Colibri Intergénération. C'est ensemble, on peut faire beaucoup de choses, du moins seul, on peut faire beaucoup de choses, et ensemble, on peut aller encore plus loin. Et ça, il faut le retenir, c'est que vraiment, un entrepreneur, il faut qu'il soit accompagné à tout point de vue, quoi. Et ça, j'en suis... Aujourd'hui, je suis devant vous pour le témoigner, hein, clairement. Et vous disiez tout à l'heure, au début, c'est difficile de lâcher. C'est mon projet. Oui, j'avoue. Mais j'ai de la chance d'avoir des associés qui sont très, Mais qu'est-ce qui très se passe humbles. en fait Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous êtes sorti de votre bulle et... C'est la confiance. La confiance, en fait. Clairement, c'est comme une histoire quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, hein, tous les jours. Hein. Vous ne lui donnez pas vos clés de voiture ou de maison comme ça. Vous apprenez à le connaître, vous testez, vous voyez. Et moi, aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Voilà. Moi, j'ai quand même un cas un peu différent. Comme je bossais pas mal sur tout ce qui était crypto, j'ai eu une idée de lancer un logiciel qui aide les entreprises à comptabiliser les cryptos. Et donc, je l'ai monté avec un associé qui est aussi expert comptable et qui connaît bien le sujet, un autre jeune qui était plutôt d'un background de start-up. Voilà, sauf qu'au bout de 2 ans, c'est moi qui portais le projet, c'était mon idée. Au final, tout était mon idée. Et en fait, ils étaient vraiment beaucoup moins intéressés par le projet parce que ils n'ont pas su être honnêtes à un moment donné avec eux-mêmes sur le ton qu'ils voulaient donner à ce projet-là. Et donc, en avril, j'ai racheté la boîte et je leur ai proposé de les sortir parce que du coup, on n'était plus alignés. Et aujourd'hui, ça se passe très bien parce que l'autre expert comptable, il me rapporte plus d'affaires que quand on était ensemble parce qu'il est moins stressé aussi. Et donc, on n'a pas du tout la même vision des choses, mais c'est aussi lié à l'échange, en fait. Et c'est pas pour autant qu'on n'échange pas, qu'on est toujours amis. Mais on a arrêté notre association sur cette structure-là que j'ai reprise toute seule avec mes salariés qui m'ont dit nous, on te suit. Parce qu'ils ont voulu continuer avec moi et sans eux, je ne l'aurais pas fait. C'est ce qui aurait été très, très difficile sur une start-up. Mais le contraire aussi, on peut se retrouver aussi avec le contraire. Et c'est ce que vous disiez, ce sont les échecs, en fait. Moi, j'ai eu ma première expérience, ça a été un échec. J'ai créé ma boîte avec mon premier cabinet, avec un expert comptable. Ça s'est très, très mal passé. Mais d'échec en échec, moi, j'apprends. Non, il n'y a pas eu de mort, mais voilà, c'est comme la citation de, comment il s'appelle, Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. » Et donc, c'est ça, en fait. Il m'arrive d'avoir des échecs, même malgré d'autres expériences. J'ai des boîtes qui sont pérennes et qui me permettent de vivre, mais mon autre start-up, voilà, j'ai eu des échecs. On a fait avec, on avance, et aujourd'hui... ça se passe très bien et je suis très très contente de ne plus avoir d'associés sur cette boîte. Non mais je sais, mais c'est pas pour autant. Ce que je disais, quand on est entrepreneur, s'associer, c'est comme un mariage. Hein. C'est ça. Voilà, je vous dis juste ce mot-là, je le glisse, mais ça peut être super beau, super magique, mais il y a aussi des tensions, il faut le dire, c'est la vraie vie quand on est associé. Mais pour autant, je pense que ça peut bien se passer dans des structures comme mal se passer dans d'autres. Je pense que c'est une question de personne, une question de feeling, une question de confiance, et c'est un tout. Donc on ne peut pas prendre mon cas pour une généralité, ni le tien non plus. C'est chacun doit avoir midi à sa porte et se dire est-ce que l'association c'est fait pour moi ou pas, est-ce que ça m'apportera plus ou non. Et je pense que ces questions sont légitimes, elles doivent se poser à un moment donné. Hein. Et en tout cas, pour moi, elles se sont posées. Et j'ai trouvé la bonne réponse. Quelle chance. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de vous lever le matin et de vous mettre au boulot? Tout. Non, je pense que je suis hyper active de nature et donc du coup, je me lève le matin parce que je sais que je fais un boulot en or, que j'ai la chance de le faire aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde, donc vraiment, j'ai de la chance de faire ce métier-là. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont incroyables, qui se lèvent pour moi à des moments où moi, je n'ai pas pu me lever. Voilà. C'est-à-dire ? Parce que dans la vie, il y a des étapes qui sont plus ou moins dures et qu'il faut rebondir dans ces étapes, il faut accepter les échecs, il faut accepter que le corps vous dit stop à un moment donné. Voilà, il faut l'accepter, il ne faut pas lutter, hein, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Voilà, chacun a ses problèmes. Moi, je ne les étale pas parce que je n'ai pas envie de le faire ouvertement, c'est ma vie perso. J'ai mon jardin secret. Ouais, il faut le garder, hein, c'est important. Mais on rebondit de toute situation, qu'elle soit positive ou négative. C'est vraiment être entrepreneur, c'est les montagnes russes. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte dans une étape plutôt qu'une autre, à un moment donné, c'est déjà une réussite pour soi. Est-ce qu'il y a un secret
pour avoir ce niveau d'énergie? La caféine. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne recette que ça. Sana, à votre avis? Moi, je pense que ça a été dit, mais c'est quand on est motivé par son projet. Sincèrement, moi, j'adore tout ce que je fais. Chacun de mes projets, me motive et je bosse énormément sur ces projets-là parce que je me reconnais dans ça, c'est mes valeurs, j'ai des équipes qui représentent mes valeurs, et c'est ça en fait qui permet, c'est que si on est épanoui aussi dans son travail, mais après il faut faire attention parce que si on s'épanouit, qu'on bosse énormément et qu'on se laisse pas du temps pour soi, on peut se retrouver dans des burn-out. Mais moi c'est ça qui me motive. Ouais, je sais que j'ai des projets, j'ai une stratégie, j'ai des objectifs à atteindre et c'est super motivant quand on aime ça en plus. Faut aimer ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs auxquels vous prêtez attention? Je pense, comme le disaient mes camarades, c'est la fatigue. Moi, là, je suis un peu malade, donc j'ai essayé, comme je sais que je dois enchaîner par des déplacements, je me dis, faut écouter le corps, faut se dire que si on est fatigué, c'est pas la peine. Je vous le disais la dernière fois, en fait, j'ai eu une de mes collaboratrices l'été. En fait, on est en phase en fait de remettre une nouvelle version de notre application, et donc elle coordonne un petit peu et elle fait tout ce qui est test sur l'application. Et elle me dit, je dois prendre des vacances. Moi, j'avais pas prévu. Elle me dit, c'est pas grave, je pourrais travailler à moitié. Je lui dis, non. Prends-toi 10 jours au lieu de 3 semaines que tu voulais prendre, tu vas les prendre, mais je préfère que tu reviennes en forme. Et c'est vraiment comme il y a un neuroscientifique qui disait ça. En fait, on travaille toute l'année pour prendre des vacances d'été. C'est comme si là, je dormais pas pendant 2 semaines parce que je sais que je vais dormir pendant 3 jours. C'est pas possible, c'est du n'importe quoi. Le corps a toujours besoin, en fait, d'avoir des stops. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps les week-ends, le soir, prendre du temps pour soi. Et c'est ça, en fait, qui permet d'avoir un équilibre entre les deux, quoi. Enfin, faut pas être toujours en tête baissée à se dire, je vais y aller et je vais attendre dans 3 mois pour me reposer, quoi. D'ailleurs, je crois, Jean-Louis, que vous avez interrogé les dirigeants sur la qualité de leur sommeil. Et c'est... Oui, tout à fait. Y a une majorité n'a pas de problème de sommeil. Par contre, c'est vrai qu'il y a une partie significative qui dit mal dormir, ou en tout cas pas assez dormir, et avoir une qualité de sommeil insuffisante. Donc ça, c'est vrai que c'est le reflet probablement d'une situation de stress. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le bien-être physique de l'entrepreneur. Et ça tient par avoir le bon matériel. On en parlait tout à l'heure. Alors j'ai un petit dada, c'est le siège de bureau. C'est pas parce que j'en vends aujourd'hui, mais ça fait 40 ans que j'en vends, ou presque. Mais c'est un exemple, c'est un exemple un peu caricatural, mais avoir un bon siège de travail, c'est juste indispensable pour être en forme dans son travail. Je me souviens du Covid, du premier confinement. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de Français, voire des millions de Français, qui ont réalisé à quel point un siège de travail, c'était important. Parce que passer 8 heures, 10 heures par jour sur une chaise de cuisine, on se bousille le dos. Vrai, oui. Et là, vous pouvez aller voir n'importe quel ergonome, n'importe quel médecin, il vous dira c'est une aberration. Donc voilà, c'est un petit exemple trivial, mais après, ça va être aussi sur le matériel informatique, l'ordinateur, un repose-pied, des souris ergonomiques. Voilà, faut faire attention, parce que quand on commence à travailler, on entreprend dans une entreprise, on va dire ça c'est secondaire, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, ça passera après. Mais le faire passer après, c'est pénaliser son corps, l'oublier, le faire passer au second plan, et un esprit sain dans un corps sain. C'est à un moment donné, si on n'est pas en forme, clairement on en bave, et on en bave dans la tête, et ça peut être une source d'échec. Donc pensez à ça, pensez à votre bien-être aussi corporel. Avoir les bons outils pour bien travailler, c'est vraiment important. Surtout sachant qu'il y a quand même une majorité de créateurs aujourd'hui qui se lancent, qui travaillent chez eux, dans leur cuisine en fait, probablement. Je crois.
Oui. C'était une question. Non, c'est une affirmation. Mais qui rend d'autant plus importante le fait d'être bien équipé. Parce que si on se lance chez soi tout seul et en plus sur sa chaise de cuisine, forcément, on pénalise son corps, comme vous le dites. Ah, le pire étant le canapé, ça c'est clair. Ouais. Franchement, il a complètement raison. Hein. Le siège, c'est hyper important. Ça paraît basique, mais le siège, le bureau, même un bureau qu'on peut surélever, enfin, c'est un confort pour le corps. C'est prévu. Non, c'est en cours, mais il fallait pas le dire. On en avait discuté avant. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'accord. Et puisqu'on parle du corps, peut-être ma dernière question, c'est est-ce que vous faites du sport, mesdames? Est-ce que vous aussi, peut-être messieurs, mais est-ce que c'est quelque chose qui, en tant que créatrice d'entreprise, porteuse de projet, comment est-ce que vous prenez soin de votre corps finalement, vous ou pas? J'ai honte de répondre. Moi, pendant les 3 premières années, j'ai arrêté de faire du sport. Parce que je croyais que la vie d'entrepreneur, c'était passer sa vie à travailler. Et dans les changements de vie que j'ai opérés, c'était notamment de réintégrer le sport. Alors, le sport sous différents... Alors, je vais plutôt dire bien-être physique, déjà. Donc, moi, je me suis mise à la méditation, la sophrologie. Et puis là, j'essaye maintenant de faire la partie sportive. Donc, tout ce qui est... j'ai fait beaucoup de yoga, pilates et des trucs un peu comme ça. Et beaucoup de marche. Ça, d'ailleurs, dans mon coaching, c'était une des... Je rembobine. Il y a une des choses importantes, et je trouve, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est aussi d'arriver à faire ce travail. C'est un travail de coaching que vous avez peut-être fait, certains d'entre vous, sur les valeurs. Qu'est-ce qui vous porte ? Parce que ça vous aide beaucoup à savoir la manière dont vous voulez construire, vous, votre parcours, et ensuite recruter. Enfin, qu'est-ce qui... Voilà. Et moi, quand j'ai fait ce travail-là avec la coach, donc vous avez plein de valeurs. Vous avez la valeur travail, la valeur famille, la valeur, etc. Et donc, je lui donne mes valeurs. Et là, elle me dit, c'est étonnant parce qu'en général, pour au moins 3/4 des gens, une des valeurs quand même de vie, c'est la santé. Et moi, mais à aucun moment, je savais que ça existait, ce truc-là de la santé. Et donc, c'est aussi comment... Alors, peut-être que c'est pas à mettre dans le haut de votre pile, mais en tout cas, de le garder en connaissance. Et donc, pour en revenir à une des premières étapes, parce que l'idée, c'est aussi que quand vous faites du coaching, il faut que vous mettiez en place un plan d'action et avec des choses concrètes, réalistes, réalisables, les fameux objectifs SMART. Et donc, une des premières choses, c'était que j'arrive à faire 6000 pas par jour. Et donc, je me donnais 1 an pour arriver à 6000 pas par jour. J'y suis pas complètement, mais je suis pas loin. Et ça, c'est ce qui fait partie aussi, alors je sais pas si on appelle ça du sport, mais ça fait partie de l'entretien, du bien-être physique. Donc, dès que je vois que c'est le même temps en transport, en métro ou en marchant à pied, je marche à pied. Voilà, s'il y a des escaliers en dessous de 4 étages, je monte à pied. Donc, c'est des choses sur lesquelles, en fait, ça nous coûte rien. Quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément les sous pour l'abonnement de sport ou autre. Mais c'est des petites choses du quotidien que j'ai essayé de réintégrer dans mes pratiques. Mélanie, Sana, peut-être le mot de la fin pour vous, si vous deviez donner un conseil à tous les entrepreneurs qui sont dans la salle pour garder justement cet équilibre physique, psychologique, comment on fait ? Je pense que ce qui est important, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, sans s'oublier. Voilà. Écoutez-vous. Je pense que vous pouvez oser faire de très belles choses, mais écoutez-vous et interrogez-vous. Et moi, je rajouterais écoutez les autres. Pas mal. Si je peux ajouter quelque chose, tout ce qu'on a dit pour les entrepreneurs, c'est vrai pour les salariés aussi. Et si votre entreprise réussit, vous aurez des salariés. Et pensez-y à ce moment-là, le bien-être de vos salariés, c'est aussi important que votre bien-être à vous. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup dit, mais le métier de ma bonne fée, donc c'est la poule ou l'œuf, c'est d'accompagner les salariés dans les situations de vulnérabilité, notamment toute la conciliation vie pro-vie perso, la gestion du stress, le bien-être pour être, quel que soit son parcours de vie, épanoui dans sa boîte. Et je pense que quand on prend
soin de soi, c'est déjà une bonne première étape pour ensuite, construire une entreprise saine à tous les niveaux. Mais je crois que c'est le mot de la fin. Alain Bossetti, vous voulez prendre la parole. C'est très bien, tu vois. Bonjour à tous, je vais être très bref. Je m'appelle Alain Bossetti, je suis le fondateur du salon. Et je voudrais, la dernière grande conférence de ce salon, nous avons fait avec JPG des tirages au sort pendant le salon et également un autre avant pour gagner un bureau assis debout, pour bouger. Et donc nous allons révéler le nom du gagnant, qui est une gagnante. Mais avant de révéler le nom du gagnant ou de la gagnante, il y a des gens qui sont sur la tribune, qu'on peut voir. Je vous remercie à vous tous. Et puis il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Et il y en a 3 qui sont là, et je souhaiterais les remercier et vous les remercier également. Alors d'abord, elle n'est pas dans mon équipe, elle est dans l'équipe de Jean-Louis, mais c'est avec elle que nous avons beaucoup travaillé avec JPG. C'est Emmanuelle Portia, qui est responsable marketing. Bravo. Et c'était un plaisir de travailler avec Emmanuelle. Elle a poussé je ne sais pas si vous avez vu, il y a un escabeau sur l'espace freelance à la une. Emmanuelle, lundi matin, elle est venue avec des tonnes de friandises pour vous, etc. Et l'escabeau et tout, plus tout le boulot qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup, Emmanuelle. Et puis, il y a 44... Viens, Mathieu. Il y a 44 conférences dans ces salles. Il y a 80 ateliers. On a à peu près 150 intervenants. Tout le monde ici le connaît. C'est Mathieu Brazek, le chef de projet conférence. Et puis Laura, si tu veux venir, juste ici, sans parler, parce que elle est un peu timide. Laura, c'est notre chef de projet communication. Si vous êtes là, c'est que vous avez su que le salon existait, et c'est grâce à Laura Garnier. Et maintenant, je vais vous donner le nom donc, de la personne qui a gagné le bureau assis debout. Alors, c'est une Lyonnaise. C'est pas que c'est pas vous. Je vous le dis tout de suite. Elle a joué il y a 5 jours. Et c'était un jeu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il fallait taguer quelqu'un et liker notre page. Elle s'appelle Amandine Cara, K2ARA. Elle est consultante social media et elle a créé le podcast « Tu peux être qui tu veux ». Et donc, c'est Amandine qui va gagner le bureau assis debout, dont nous avons parlé depuis maintenant plusieurs semaines. Voilà. Merci à vous. Le salon n'est pas encore fini. Profitez-en bien. Merci aux intervenants. Merci André. Et puis, l'an prochain sont les 25 ans du salon SME. Donc, on compte sur vous. Dites-le. Et il y a encore des conférences et des exposants. Merci à tous.